Hello ma chère communauté de parents protecteurs, bienvenue sur Rôle Modèle, le podcast qui explore les origines des violences et conditionnements de l'enfance et vous donne des clés pour élever une génération d'enfants en paix. Le podcast des parents protecteurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Priscilla Brantus qui accompagne les couples. Ensemble, nous allons parler des questions à se poser pour savoir s'il est temps de se séparer. Avant de vous en dire plus, je vous invite à vous abonner, que vous soyez sur YouTube ou Spotify. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Telegram ou Instagram. Tous les liens sont sous cette vidéo. En vous abonnant, vous serez sûr de ne manquer aucun épisode et vous contribuerez à donner plus de visibilité à notre message. Alors surtout, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous. Je vous en remercie infiniment. Et maintenant, passons à l'épisode. Bonjour Priscilla. Bonjour Myriam. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci en tout cas de m'avoir permis d'échanger ensemble. Eh bien, je suis éducatrice à la vie affective, relationnelle et sexuelle, formée au conseil conjugal et familial. C'est vrai que moi, quand je t'ai connue, parce que ça fait quelques années qu'on se connaît, tu avais aussi porté un projet personnel, associatif, auprès de femmes notamment, mais pas que, séparées. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu Et peux c'est en quelque chose parler? que je poursuis encore. J'ai côtoyé et puis j'ai découvert le monde des personnes séparées, divorcées. C'est vrai que avant, en étant mariée, j'avais pas cet angle de vue et cette approche de personnes qui avaient vraiment un besoin de rencontrer d'autres personnes qui se sentaient seules, isolées. Et donc j'ai monté ce projet-là en région parisienne 2024 qui s'appelle le Parcours Revivre. Qui est uniquement réalisé et animé par des personnes qui ont elles-mêmes traversé l'épreuve de la séparation et du divorce. Donc c'est pour des personnes, hommes et femmes, je dirais que c'est le service après-vente après la séparation. C'est plutôt qu'on ait quitté ou qu'on se soit fait quitter. Voilà, on vient de se prendre ce tsunami. J'utilise ce mot parce que c'est souvent ce qui est le sentiment des personnes que j'ai accompagnées et reçues dans ces parcours-là. Voilà, ils viennent d'avoir cette décision-là. Il y en a qui ont à peine, qui vivent encore sous le même toit. Il y en a qui ont quitté, qui sont séparés de corps depuis 15 jours. Il y en a, ça peut faire une dizaine d'années. En fait, je leur propose 8 soirées avec des thématiques qui sont bien définies. On a vraiment, un parcours qui est déjà construit avec des thématiques comme quelles sont les conséquences d'une séparation, quelle est la communication. Il y a une soirée où on fait également intervenir une avocate aux affaires familiales il y en a qui sont en se disant est-ce que je me sépare uniquement, est-ce que j'entame une procédure de divorce, et dans ce cas-là qu'est-ce qui m'arrive, où je vais, etc. Il y a une soirée qui est très importante aussi, c'est comment rester seul être seul, pardon, et de nouveau avancer. Une étape qui est importante pour moi, de montrer que certes la solitude peut être pesante, mais elle est importante pour réapprendre à savoir qui je suis en vue, voilà, de revivre, de reconstruire quelque chose plus tard, mais de pas passer trop vite sur cette importance de moi me retrouver pour pouvoir après savoir où je vais. Voilà, c'est différentes soirées. La formule est très simple. Il y a un apéro au départ pour pouvoir, moi je me souviens toujours cette première soirée. Et je tiens à féliciter chaque participant qui a osé franchir la porte parce qu'ils connaissent souvent personne. Ils arrivent et jusqu'au dernier moment, c'est pas forcément évident de se dire je vais rentrer dans un groupe où il y a que des personnes qui sont séparées, divorcées. Et donc je franchis cette porte. C'est vraiment
ce 1er geste qui est important, où il peut y avoir pas mal de larmes, beaucoup d'émotions en tout cas. Mmh. Donc un apéro, qui permet simplement de pouvoir échanger et puis après, rapidement, on met des personnes, on leur propose de s'asseoir à une table et cette table, ils vont la conserver tout au long du parcours. Ils auront toujours les mêmes personnes, donc des temps de tablés et en fait, ça s'articule ces soirées-là autour de temps d'enseignement, de témoignage et puis de partage en tablé. Mmh. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'animais, que j'ai monté en région parisienne et puis maintenant que j'ai la chance, de pouvoir animer encore à Lyon. Ouais. Et parmi les personnes, qui viennent à ces événements-là, est-ce que, tu arrives à identifier des situations types? Alors il y a toujours des thématiques, qui peuvent, se retrouver. Je pense, notamment à des, soit une infidélité, beaucoup de contextes de violence. Heu, Violence pas forcément physique, hein, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais il y a beaucoup de violences psychologiques, Mmh. de violences financières aussi. Hem, voilà, de crises. Heu, pour moi, c'est c'est des personnes, qui viennent, mais en fait, peut-être suite à une crise qui a été, entre guillemets, «la goutte de trop». Mais quand on en parle, c'est souvent, en fait, des choses qui étaient déjà, qui étaient déjà, enfin, je dirais que le verre était déjà dans le fruit depuis bien longtemps. Mmh. Voilà et certaines fois, c'est des situations, les personnes disent: «Bah, je suis restée parce que, j'attendais que les enfants soient majeurs, quittent la maison». C'est souvent les enfants quand même qui n'ont pas permis de partir plus tôt. Hem, mais pour autant, je pense à certaines, ça a été aussi de découvrir quelque chose, bah, découvrir par exemple, une addiction, un alcoolisme ou des choses où il y a eu, des situations et en fait, il y avait un point de non-retour. Ce n'était plus possible. D'accord. Heu, mais ça demande du temps, ça demande du temps. C'est vraiment, je sais il y a des statistiques. Moi, je suis proche aussi d'une association qui s'appelle Vifil sur Lyon, et qui nous expliquait dans la formation que j'ai eue, qu'il y a plusieurs allers-retours, Mmh. avant qu'il y ait une séparation qui soit effective. Mmh. Il peut y avoir, une séparation, une réconciliation, un désir de reprendre une vie commune et puis ce cycle-là peut se répéter, jusqu'à 2-3 fois avant que la séparation, se fasse réellement. Et pour une personne qui hésite, hein, j'imagine que dans ces groupes-là, il y a des personnes qui vont, aller jusqu'au bout de la démarche de la séparation. D'autres, peut-être, tu me diras dans quelle proportion, finalement, décident de se dire: «Il y a quelque chose à recoller, à travailler et que le couple peut se reformer». Mais, parce que du coup, c'est aussi le travail, toi, que tu mènes, de discuter avec Ouais. les couples. Finalement, pour quelqu'un qui hésite, homme ou femme, c'est quoi les questions essentielles à se poser avant de décider de partir concrètement? Hem, ouais, je fais un tu as tout à fait raison de faire un parallèle entre, moi, ma casquette, de formation au conseil conjugal et familial de thérapeute de couple, en fait et l'expérience que j'ai au sein de ces parcours. C'est que déjà, même si j'ai peut-être un petit peu plus de recul, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. En disant: «Là, vous avez franchi une ligne». Bon, je mettrai le contexte de violence de côté, parce que là, clairement, c'est des red flags aujourd'hui qui sont importantes à identifier. Mais ce qui est important dans ces situations-là, c'est d'être à l'écoute et dans l'accompagnement. En effet, il y a des personnes qui viennent au parcours qui, ont fait le choix de se séparer de corps en laissant souvent les enfants dans la maison, je dirais familiale et c'est les parents qui alternent une semaine sur l'autre pour essayer de préserver les enfants de ce tsunami-là.
Donc les parents peuvent avoir un appartement à côté et un coup, c'est l'un qui vit avec les enfants et l'autre qui est dans l'appartement et une semaine sur l'autre, ça s'inverse. Ça peut être une période de transition qui peut être plus ou moins longue en fonction de la personne. Tout est vraiment différent et c'est important en fait, tout est en fonction de la personne. Donc il y a des personnes qui sont dans ce parcours-là en vue de réfléchir, de discerner. Je connais des personnes qui, au cours du parcours, se sont dit: «Bah, en fait, j'arrête, voilà et je compte plutôt m'orienter vers, un accompagnement, en couple, individuel ou individuel, auprès d'un thérapeute de couple, auprès d'une conseillère conjugale et cetera, pour pouvoir redonner une chance, à notre couple». Mmh. Il y en a d'autres, c'est déjà, je dirais que la séparation est déjà actée dans sa tête, peut-être pas auprès de l'autre conjoint, parce que les conjoints bien sûr ne sont pas en présence, hein, dans ces parcours-là. Mmh. Mais si dans la tête de la personne, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un point de non-retour. Et en fait, aujourd'hui, certes, il m'arrive un tsunami, c'était pas la situation que j'avais envisagée, mais voilà, comment je fais pour avancer vers la suite? Donc il y a différentes temporalités et c'est pour ça que c'est important le respect de l'autre. C'est pas parce que peut-être que mon voisin va avoir une situation qui peut avoir des points communs avec la mienne, que forcément je dois lui conseiller de faire la même chose, et cetera. La temporalité de la personne, elle est vraiment à écouter et à prendre en compte. Et on peut pas aller plus vite que l'autre, on peut pas c'est là certaines fois où ça peut être une frustration et quelque chose qui pourquoi moi ça vient m'énerver ou ça vient me mettre en colère que l'autre n'aille pas aussi vite que moi et que pourquoi il comprend pas qu'il faut qu'il aille, à cet endroit-là? Mmh. C'est à lui de faire ce cheminement-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans ton parcours, tu es à la fois, auprès des enfants, tu fais des Mmh. interventions en collège, en école, sur des thématiques qui peuvent être graves, d'agression sexuelle, de fracture du lien entre, adolescents et parents. Hem, quel, heu, risque on court à ne pas se séparer? Que ça, c'est quelque chose que je vois, enfin, je vois parfois des femmes, qui payent les conséquences dans le lien avec leur enfant. Et la question que je me pose, c'est si elles sont pas parties trop tard. Mmh. C'est pas facile. Il y a, pour moi, je vais reprendre un outil que j'utilise en intervention et que j'utilise encore, auprès d'adultes. Ce sont les dimensions de la personne. Chacun de nous, on est une personne avec un corps, un cœur et un cerveau. Pour faire comprendre ces 3 dimensions de la personne et le fait apprendre à se respecter et à s'écouter, notamment en primaire, moi j'utilise les feux tricolores. C'est assez simple à comprendre. Quand c'est vert, ça veut dire que je suis dans le respect. Quand c'est orange, il y a des signaux, il y a un signal qui s'allume et en fonction de l'environnement, il peut y avoir une nuance. Soit ça peut, en fonction de l'environnement, aller vers du vert, mais ça peut aussi aller vers du rouge. Et lorsque c'est rouge, ça veut dire que c'est red flag, c'est qu'il y a danger. D'accord? Et souvent, je dis à ces personnes-là, bah, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez? Être à l'écoute de soi, ça s'apprend. Déjà, ça demande de mettre un frein à main un peu dans nos vies qui certaines fois peuvent aller à 1000 à l'heure. Mmh. Tu donnes le cas de maman, bah, des vies de maman. Certaines fois, on est quand même accaparé par un travail, par une vie de famille, par des enfants, par un certain nombre de problématiques et de savoir ralentir, prendre le temps de s'écouter et de se dire dans cette situation, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que dans mon corps, c'est vert, c'est orange ou c'est rouge? Est-ce que dans le lieu de mes émotions, comment je me sens? Et pourquoi je sens cette émotion-là? Quel est mon besoin? Est-ce que mes besoins sont satisfaits, etc. Et dans mon cerveau, qu'est-ce que ça me fait, etc. Lorsque je suis tout au vert, je suis dans l'unité de ma personne. Et quand je suis dans l'unité de ma personne, c'est à ce moment-là que je me respecte. Donc, moi, je me respecte
Et quand on est dans une relation, je pense que la relation de couple notamment, où on est deux personnes, est-ce que moi je suis tout au vert et est-ce que l'autre est tout au vert? Ou est-ce que moi je prends conscience que l'autre peut avoir des signaux qui viennent s'allumer? Est-ce que je les écoute? Est-ce que je suis proche de ça? Et est-ce que lorsqu'il y a des signaux qui s'allument, eh ben, est-ce que je les prends en compte ou est-ce que je vais forcer? On est aussi sur la notion de consentement. D'accord? Est-ce que je respecte l'autre comme il est ou est-ce que je vais le forcer à être comme je veux que qu'il soit? D'accord? Et pour moi, la décision, c'est peut-être aussi de se poser une question dans notre couple aussi, parce que avant d'en arriver à des situations, souvent, en fait, on arrive à des situations en conseil conjugal et familial qui sont déjà trop avancées dans les situations de conflit ou de crise de couple. Et moi, mon petit conseil, ça serait et c'est ça que je vois qui est chouette. Je travaille aussi dans une association où on voit de plus en plus de jeunes couples qui arrivent en conseil conjugal et familial. Et ça, je trouve ça chouette de savoir déjà prendre soin de son couple avant de laisser, tu vois, vraiment ce verre dans le fruit et qui vient vraiment, bah, voilà, abîmer et de plus être en capacité de éventuellement réparer. Donc ça, Et, c'est important. et c'est quoi les red flags du coup, Ah, selon les red flags, pour moi, ça va être bah, lorsqu'il y a non-respect. Si moi j'ai des signaux oranges, des signaux rouges qui s'allument et que l'autre ne les prend pas en considération, ça veut dire qu'il ne me respecte pas. Il ne me respecte pas dans mon corps, il ne respecte pas dans mon cœur et il ne respecte pas dans mon cerveau. Je parlais de violence tout à l'heure, violence physique, violence psychologique. Tout ce qui va être non-respect, ça va être même du dénigrement, de l'humour. Est-ce que j'ose dire non à l'autre? Est-ce que j'ose être moi-même? Ou est-ce que j'ai peur? Mm. Ça, c'est déjà des choses. D'avoir peur de l'autre. Enfin, est-ce que l'un me respecte dans tout ce que je suis? Mm. Ou est-ce que l'autre va me forcer à faire des choses? Mm. Est-ce que aussi les red flags, c'est lorsqu'il y a une relation de couple qui n'est plus équilibrée, qui n'est pas ajustée. Il y en a un qui domine et l'autre qui est dominé. Mm. On n'est pas. Pour moi, ça peut être des red flags. Moi, ce que j'observe souvent chez les mères protectrices, c'est que elles viennent d'un environnement qui les a conditionnées déjà à rendre ce type d'asymétrie normale. Ouais. Et comment, quel conseil tu pourrais donner pour s'éclairer soi-même, se Mm. dire ce que je vis là, c'est peut-être pas normal. Et pourtant, c'est des femmes belles, intelligentes, pleines de ressources Ouais. et qui vont être dans un certain niveau de confusion dans Mm. leur relation de couple. Ouais. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait un mémoire sur le lien conjugal. Euh, et c'est vrai que le lien conjugal, en fait, il va mettre en lumière beaucoup de choses. Et même avant, en fait, dans le couple, il y a je, il y a tu et il y a nous. Mhm. Mais on a aussi une part individuelle avec tout notre héritage. D'où on vient, comment on a été élevé, quelles sont nos représentations du couple. Mhm. Notre histoire personnelle influence énormément. Mhm. Et c'est sûr qu'il y a aussi, c'est ce que tu disais, des choses qu'on traîne peut-être de manière inconsciente aussi et qu'on va venir reproduire parce qu'en fait, on a toujours vu ça. Alors ça peut être un héritage familial, ça peut être une pression sociale, ça peut être des normes, ça peut être aussi une religion, ça peut être une culture. Alors il y a plein de choses qui sont là, mais qui vont venir nous teinter et qui vont faire que peut-être que je réagis de cette manière-là. Et ça, c'est important de se dire à ce moment-là en fait, tout se tricote et c'est important de savoir revenir en arrière et c'est vraiment important certaines fois de mettre ce frein à main et de se dire, mais en fait, qui je suis, d'où je viens, pourquoi ça je le permets, qu'est-ce que ça me fait vivre? Certaines fois, ça peut être important d'être accompagné parce qu'on n'est peut-être pas forcément en capacité de le voir et c'est vrai que les travaux de thérapie
Mmh. de psychothérapie, individuelle, et bah, sont importantes. Moi, c'est vrai qu'avant, je voyais pas les ressources que peuvent procurer ce temps de travailler sur soi, mais pour moi, c'est jamais perdu. Parce qu'on est issu de choses, qu'on a plus ou moins conscience et qui vont avoir, mine de rien, des impacts, Mmh. sur ma vie future. Donc ça, c'est aussi un travail, avant d'arriver à des problématiques de couple, de travailler aussi sur la rencontre. Qu'est-ce qui a fait que je suis avec cette personne-là? Mmh. Est-ce que, cette personne-là répondait à un besoin de solitude? Il faut pas oublier aussi qu'on a un besoin vital en tant qu'hommes et femmes et qu'être social, c'est d'être aimé, d'aimer et de se sentir aimé. Mmh. Et ça, c'est aussi un travail que je fais auprès des jeunes, notamment lorsqu'on se construit dans la période d'adolescence et cetera, qu'il y a une influence du groupe. Est-ce que je fais ça et je me respecte moi ou est-ce que je fais ça pour faire plaisir à l'autre? Pour Mmh. me sentir aimée de l'autre? Dans Mmh. le couple aussi? Est-ce que je me respecte et j'ose dire oui, j'ose dire non? Ou est-ce que je fais ça pour faire plaisir à l'autre? Mmh. C'est des choses, il y a pas de oui, il y a pas de non, mais c'est important aussi, d'en avoir conscience et de pouvoir le travailler. Moi, c'est vrai que la rencontre, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé d'être couple? Depuis quand? Quelle était, moi, ma représentation? Comment je qu'est-ce que j'idéalisais? Et ça, souvent, j'aime bien les faire, retravailler aussi sur les étapes du couple. Il y a Quelle est la différence que vous faites entre être attiré, être amoureux et aimer? Mmh. Ça, c'est aussi des étapes qui se construisent, avec un sentiment amoureux qui certes est magnifique et important dans la construction du couple, mais c'est un moment, alors je dirais, ça je vais utiliser les mots que j'utilise un peu, au collège, c'est cœur, cœur, paillettes, paillettes, c'est le moment où l'autre est idéal, c'est le prince charmant, je rêve de lui, j'ai des papillons au ventre, et puis heureusement cette période, enfin, il y a un moment où il y a une phase de désillusion. Mmh. Et là, on est sur la fin, du sentiment amoureux et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je découvre que l'autre, bah, en fait, ah, il a des imperfections. Mince, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide et ça, c'est à ce moment-là où je décide d'aimer et en fait, c'est ma volonté à moi de chaque jour rechoisir l'autre, et d'avancer avec certainement, avec certaines fois, bah, des moments de stop, des moments de joie, enfin, voilà, c'est jamais un long fleuve tranquille. Ou est-ce que: «Oh bah non, l'autre a une imperfection, non, non, moi je vais repartir, retrouver quelqu'un pour me et sans arrêt recommencer cette boucle». Voilà, ça c'est important aussi de savoir ça. La question, c'est alors moi, je travaille, que avec des parents. Ouais. Comment on fait quand on a des enfants? Mmh. Là, pour reprendre ta terminologie, qu'est-ce qui est feu rouge? Qu'est-ce qui est feu orange? Et qu'est-ce qui est feu vert? Par rapport à rester en couple, c'est ça? Ouais. Ouais. Et aussi, Ouais, il y a il peut y avoir, parce qu'il y a comment on se traite dans le couple et comment mmh, on traite les enfants. mmh, Et là, c'est là où vient la notion de parent protecteur. ouais. À quel moment on choisit le couple plutôt que les enfants aussi, plutôt que la protection des enfants? Souvent, j'ai entendu: «Je reste parce que on a des enfants». Mmh. Et que pour les enfants, il leur faut alors je parle de couples hétérosexuels, mais ça peut être aussi entendable, dans les couples homosexuels et cetera, en disant: «Ils ont besoin de leur papa, de leur maman ou ils ont besoin de nous en tant que couple». Je suis pas là pour critiquer, d'accord? Pour juger, c'est leur ressenti. C'est simplement certaines fois leur dire, heu, lorsque, par exemple, il y a des mots qui sont plus forts que d'autres. Mmh. Lorsqu'il y a des coups, lorsqu'il y a des gestes et que vos enfants sont là, ils sont victimes de Mmh. cette situation-là. Mmh. Et certaines fois, le fait de décentrer, de faire un pas de côté par rapport aux personnes, ça peut les aider à prendre conscience en disant: «Si vous étiez l'enfant qui voyait ses parents, qu'est-ce que ça vous ferait?» Ou
si vous aviez votre meilleur ami qui vous décrivait, une situation de couple, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? De se mettre à la place d'eux. Ça, certaines fois et ça peut être, ça peut permettre de prendre conscience que, en fait, il y a un dysfonctionnement. Heu, il faut faire attention aussi aux enfants parce qu'en tant qu'adulte, on a un devoir de les protéger. Mmh. Moi, je me souviens de personnes, même de prêtres, donc dans la religion catholique, qui ont conseillé à des personnes en disant: «Là, vous avez un devoir de partir. Mmh. Vous avez un devoir de protéger vos enfants parce que la situation que vous vivez, eh ben, ce n'est pas normal, ce n'est pas sain». Mmh. Et c'est ça aussi, c'est votre responsabilité de partir, Mmh. de sauver votre peau et de sauver la peau de vos enfants. Mmh. Heu, c'est jamais évident, parce que les enfants ont une capacité incroyable. Je pense notamment aux enfants certaines fois, bah, dans le cas de séparation, qui ont dû grandir et mûrir peut-être un peu plus vite que des enfants, je dirais, de leurs âges. Parce que, bah, ils ont dû apprendre à se gérer, à voilà, souvent on peut observer que ces enfants qui ont un niveau de maturité un peu plus, élevé que ceux de leur âge. Et certaines fois aussi les enfants, ils arrivent à se protéger, à se créer leur bulle. J'ai une situation, où une maman, m'expliquait, voilà, elle est dans des allers-retours, elle ne sait pas, ce qu'elle fait. Je vais utiliser un mot un peu fort, mais elle est perdue dans la situation de couple qu'elle traverse. Et elle me dit, j'ai essayé de lui parler de ses enfants. Elle me dit souvent ça gueule très, très fort, il y a des conflits, notamment pendant les trajets en voiture, parce qu'on est dans un vase clos et cetera. Et je lui dis: «Et que font tes enfants?» Et elle me dit: «Oh mais non, t'inquiète pas, ils peuvent pas entendre, ils dorment». Mmh. Et ça, c'est aussi des mécanismes de défense, en fait. De Ouais. savoir que les enfants, bah, ouais, mais en fait, ils dorment, mais peut-être pour se protéger parce que c'est trop fort aussi. Ouais. Donc, heu, de savoir être à l'écoute aussi, c'est pas forcément évident parce qu'en tant que parent, on peut être dans des tourmentes aussi et qu'on n'est plus en capacité d'être empathique et de se mettre à la place d'eux. Mais c'est des points de vigilance aussi. Quelle est la réaction de mes enfants? Quels sont tous les petites choses que je vais pouvoir percevoir et qui montrent un mal-être de mes enfants? C'est la situation que tu décris. Moi, je travaille en hypnose, avec Mmh. mes mères protectrices et je me souviens d'une scène, que m'a partagée, une de mes clientes et en fait, elle avait extrêmement peur pour sa fille. Mmh. Quand on revisite des scènes du passé, en fait, c'était une petite fille dont les parents se disputaient le soir après le coucher des enfants. Et en fait, les enfants restaient sur le haut des marches des escaliers quand ils entendaient leurs parents se disputer. Et en fait, elle me décrivait des moments où elle restait sur les marches jusqu'à ce qu'elle sache que ses deux parents étaient en sécurité, parce qu'elle avait Mmh. une peur terrible ils se mettent, dessus, Ouais, ouais. jusqu'à Ouais, blesser l'autre, ouais. et elle savait que sa mère était capable d'une violence physique, Mmh. vis-à-vis du père, et pour autant, elle avait aussi peur pour sa mère, justement qu'il y ait pas un moment un retour du père, quoi. Bien sûr. Et en fait, cette peur-là, elle est restée ancrée en elle et Ouais. maintenant c'est une peur qui est décuplée vis-à-vis de sa propre fille. Donc en fait, cette émotion-là, elle est transportée, en fait, d'une génération à une autre. Hem et c'est ça, c'est la question de est-ce qu'à un moment, c'est pas oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas protéger l'enfant que de partir? Ouais, tu as tout à fait raison et ce que tu décris, c'est de la reproduction. Mmh. Certaines fois, c'est exactement ce que tu dis et il y en a beaucoup des situations comme ça où en fait des personnes qui sont auteurs de violences, quand on travaille, sur leur enfance, sur ce qui s'est passé et bah, très souvent, elles ont été victimes et donc en fait, il y a un schéma qui se reproduit et c'est ça aussi, c'est la responsabilité à un moment de savoir arrêter, stopper ce cercle vicieux
victime, auteur, etc. Et c'est là où c'est le devoir, pour moi, en présence d'enfants, l'adulte a un devoir de protéger les enfants. Les enfants ne peuvent sont des éponges. Ils ont une formidable capacité de surpasser, mais en fait, ils surpassent sur un moment, mais ça peut et ça va répéter Mmh. plus tard. Mmh. Et c'est important pour ça de savoir en fait aussi remettre les choses à leur place en disant là, en fait, stop, ça, ce n'est pas normal. Mmh. Il y a eu des situations aussi où c'est les enfants qui ont aidé Mmh. à la séparation. Mmh. Parce que madame ou monsieur n'était pas en capacité avaient peur de se retrouver seul, peur de financièrement, enfin peur, une peur sociale, peur. Il y a plein de choses qui peuvent être des freins à cette séparation, mais c'est les enfants qui ont été, soit par leur comportement, soit par lorsqu'ils sont en capacité de verbaliser les choses, de dire mais en fait maman stop ou papa stop là. En fait nous on n'en peut plus. Mmh. Que vous gériez vos problèmes de couple, vous vous Mmh. débrouillez, mais stop. Mmh. Et ça, certaines fois, alors dans les groupes aussi d'enfants dont les parents sont séparés, divorcés, pour certains, le désir plus profond, c'est quand même que papa et maman se retrouvent et reviennent ensemble. Mais il y en a aussi pour d'autres, en fait, ils l'expriment très clairement en disant, mais en fait, papa et maman ensemble, bah oui, certes, la séparation, on l'avait pas choisie, c'est pas ce qu'on souhaitait, mais pour autant, bah, on retrouve un papa et on découvre une maman, et voilà. Mmh. Alors j'aime bien cette expression de découvrant une maman, Ouais. parce que, il y a une situation à laquelle je fais beaucoup face là en ce moment, c'est des mères qui sont restées au maximum jusqu'à un point de non-retour. Et en fait, peu après la séparation, mais c'est souvent des séparations qui interviennent au moment de la préadolescence. Hop, l'enfant est mis sous emprise du père agresseur, je précise que le père est agresseur, et fracture du lien total. Mmh. Fracture du lien total, alors soit des enfants qui vont avoir des manifestations de violence physique vis-à-vis de leurs Mmh. soit des enfants qui ont des manifestations de violence verbale et dans les 2 cas, ils coupent complètement avec la mère. Mmh. Ou est-ce que ces mères-là, même si on pourrait se dire, si on devait avoir une considération égoïste hein, de la séparation, de se dire: «Je le fais parce qu'en fait, j'aimerais, avoir un lien fort avec mes enfants». Est-ce que finalement, il y a pas un bon timing pour se séparer aussi? Est-ce que 9, 11 ans ou plus tard, c'est pas trop tard pour préserver le lien? Ouais, alors je pense pas personnellement, pour avoir vu, des séparations avec des enfants très jeunes et avoir, entendu aussi, des témoignages, de parents, qui ont attendu longtemps avec des enfants, voire majeurs. Pour moi, je n'arrive pas à trouver d'âge idéal. Parce qu'on peut dire: «Oui, mais petits, c'est plus facile pour communiquer, petits, ils s'en souviennent pas, grands, c'est plus compliqué, ils ont leur vie», et cetera. Pour moi, à tout âge, ça vient quand même casser, un des repères Mmh. de l'enfant. Moi, j'ai entendu, hein, dans le repère, l'enfant, il se construit à travers, sa mère, son père et sa maison. Il y a des choses, voilà, c'est la base pour lui. Hem, Tout dépend vraiment de l'enfant, en fait. De l'enfant, du contexte, de la situation, de comment c'est accompagné, de la communication qu'il y a, avec les parents et cetera. Donc pour moi, il y a pas d'âge, mais ce que tu décris avec, j'ai aussi le cas, de retour de parents, enfin de mère ou de père, Oui. qui suite à la séparation, en fait, c'est des enfants, il y a des coupures totales pendant des mois, pendant des années. C'est dur parce que ça peut être un peu l'effet, double peine, mais par rapport à ces situations-là, il faut du temps,
faut du temps. Je dirais que certaines fois, moi, les témoignages que j'ai de ces personnes-là qui sont coupées de leur enfant, elles essayent de garder quand même un lien, de garder, par exemple, une date d'anniversaire ou, ou des moments familiaux, ou voilà, de savoir, par exemple, mon fils, ma fille va passer son bac, de lui envoyer un message. Je pense que c'est vraiment de savoir réapprendre et de pas couper le lien, garder un lien, mais et se mettre à la temporalité de l'enfant. De lui dire, pas vouloir se justifier parce que l'enfant, il est peut-être pas en capacité, ou le jeune, d'avoir envie de ça, mais de sentir qu'il y a toujours une porte ouverte. Heu heu, Essayer aussi de pas critiquer l'autre, l'autre conjoint. Voilà, l'enfant sera suffisamment en capacité, de savoir au bout d'un moment, faire la part des choses, même quand il y a des emprises et que j'entends qu'il y a des situations où on se dit: «Mais oh, il est complètement sous domination» et cetera. Moi, j'ai toujours entendu, et j'avais un petit peu de mal à y croire, et de plus en plus, je le sens et je le perçois que les enfants sont des pépites et ont cette capacité à un jour comprendre. Peut-être que le jour sera très, très long, et c'est ça qui est difficile pour les parents, de savoir que peut-être qu'ils ont perdu définitivement leur enfant. Heu, mais peut-être que l'enfant reviendra quand lui-même, deviendra parent. Mmh. Parce qu'à travers, l'arrivée d'un premier enfant, et ben, il y a plein de choses qui viennent se reconvoquer de Mmh. manière individuelle. Notre relation par rapport à nos parents, notre enfance, et cetera. Et Mmh. qu'il y a peut-être des choses à ce moment-là qui se mettront en route. Mmh. Et c'est sûr que Mmh. c'est douloureux, ces situations. Après, tu as, parmi les parents, les hommes, les femmes que tu as accompagnés, tu m'as partagé aussi qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient issues de communautés où la culture, au sens large, où la culture religieuse Mmh, est forte. Là mmh. encore, comment dans ces communautés-là, la culture religieuse peut être un frein à la séparation? Bah, c'est sûr qu'il y a des, en fonction de culture, d'origine, de pays ou de religion, la séparation n'est pas forcément, la solution à tout. Je dirais qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. Dans la théorie, il y a beaucoup de choses, heu et où ça peut être des freins. Hem, pour moi, ce qui est important, c'est de se dire aussi: «Quelle est ma liberté par rapport à ma valeur, à mes valeurs, à ma religion?» Je peux avoir des lignes directrices, mais est-ce qu'elles sont bonnes? Et c'est là aussi où c'est toute la liberté. Est-ce que, je me sens libre, ou je me sens aussi «sous emprise» entre guillemets de cette, culture, de cette religion? Parce que pour moi, c'est encore une chose aussi d'être à l'écoute de soi, de se respecter soi. Qu'est-ce que je sens au plus profond de moi? Est-ce que là, je sens, moi je connais différents, il y a des personnes qui décideront de se séparer, mais pour autant de ne pas divorcer, de pas avoir de jugement, de pas, entamer de procédure. Il y en a qui garderont, leur alliance parce que pour elles, c'est le symbole de leur mariage, qui seront séparées, mais qui décideront de rester fidèles à cet engagement, et c'est tout aussi, respectueux et respectable. Enfin, je trouve ça. Et puis il y en a d'autres qui prendront peut-être d'autres directions en se disant: «Bah, moi, en fait, je sens que, hem, le couple que je construisais, l'amour, et ben, en fait, c'était pas ça. C'était pas ça auquel j'étais appelée. Peut-être que dans ma religion, on me donne, je sens des choses sur l'amour, et en fait, ce n'était pas ça que je vivais. Peut-être que je suis appelée à autre chose». Et dans ce cas-là, et ben, peut-être que, je vais décider d'entamer une procédure et puis de faire, le jour sur d'autres choses. Mmh. C'est très personnel, en fait. C'est très personnel, mais pour moi, c'est vraiment, heu, c'est moi qui suis acteur de mes choix. Je peux, entendre, ce qui est bon. C'est vrai que,
il y a peut-être aussi le poids certaines fois de communautés religieuses ou même pression, famille aussi, Mmh. qui disent: «Mais non, en fait, chez nous, on ne divorce pas. Ça ne se fait pas.» Ouais, mais est-ce que j'obéis à ces principes-là, en sachant qu'au fond de moi, ça vient me chambouler, enfin voilà, ça me convient pas? Ou est-ce que je suis actrice et je décide de ce qui est bon pour moi? Mmh. Voilà. Mmh. C'est vrai que je trouve que c'est un verrou qui peut conduire à supporter des violences, en fait. Mmh. Et la problématique avec ça, c'est que ça mène à une situation où éventuellement, le jour où la séparation s'impose, la personne, elle est déjà trop diminuée. Mmh. Elle a été trop rabaissée, trop Oui. critiquée, trop violentée, peut-être même physiquement, économiquement, financièrement. Et du coup, on arrive à une situation de séparation où là, la domination, elle est, Mmh. elle est écrasante, en fait. Ouais. Ah, Et puis mmh, un isolement, c'est sûr que heu, même de manière générale, les témoignages que je reçois des personnes séparées, divorcées, c'est, ça va peut-être te faire rire, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais moi je trouve ça tellement fou encore d'entendre ces choses-là. C'est de se dire: on on est vu comme le vilain petit canard, on n'ose plus être invité. Alors je prends, certaines personnes que j'ai accompagnées qui me disaient: «Bah, avant on avait toute notre bande de potes, on se voyait, on se faisait des dîners, voilà, chez les uns, chez les autres et cetera.» Le fait d'être séparé pour un homme ou pour une femme, et bah, alors dans des milieux, peut-être, plus, mondains, et bah, les plans de table, et bah, c'est impair donc c'est voilà. Et il y a même, j'ai déjà entendu se dire: «Si je t'invite seule, j'ai peur que tu viennes draguer mmh. les autres.» Bah, oui, oui. C'est fou Mmh. quand même. Et donc du coup, par rapport à cette peur qui n'est pas forcément dite, parce que c'est une peur qui vient dire des choses sur celle qui les ressent, et ben, on préfère isoler. Et donc c'est vrai que moi, toutes ces personnes qui viennent, qui franchissent, le soir, et qui arrivent pour ces parcours-là, se disent: «Mais en fait, on n'est pas seul à vivre les mêmes choses et on peut se retrouver. En Mmh. fait, il en existe des personnes séparées, divorcées et cetera.» Mais Et donc ça, heureusement c'est que quand quelque même. part, de plus en plus, ouais. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis par rapport à ces femmes ou ces hommes qui sont dans heu, une vulnérabilité et un isolement, c'est le petit message que j'aurais envie de leur dire, c'est: «Vous n'êtes pas seuls, en fait. Mmh. Osez, Mmh. osez et faites-vous confiance parce qu'au fond de vous, même si vous avez été, abîmés, meurtris, que vous êtes votre estime de vous, mais elle est au ras des pâquerettes, en fait, vous n'êtes pas seuls.» Et il y a des personnes qui sont là. Il y a des belles personnes sur votre route. Peut-être qu'il faudra redéfinir votre Mmh. votre, sphère amicale, votre sphère familiale, Mmh. l'espace d'un temps. Mais c'est vraiment toutes les épreuves dans notre vie pour moi, alors c'est peut-être difficile à entendre, lorsqu'on est vraiment le nez dedans, mais elles peuvent rendre plus fortes. Elles peuvent rendre plus fortes. Alors je prends des pincettes en disant ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui on n'a pas tous les mêmes, niveaux et degrés de capacité à rebondir, mais c'est important de se dire que, voilà, c'est dur, il faut savoir se prendre déjà du temps, du bon temps, apprendre à se faire du bien et puis s'entourer des bonnes personnes. Mmh. Heu, Ça, c'est vraiment des choses qu'on apprend aussi au sein du parcours, Mmh. à et qui peut ne pas être naturelles parce qu'on a peut-être reçu une éducation à pas trop s'écouter en se disant: «Non, non», parce que sinon on peut être taxé de égocentrique, et cetera. Mais savoir, OK, là, reconnaître que, là, c'est dur ce que je vis, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de dire que ça, en fait, c'est dégueulasse, Mmh. que c'est pas juste et cetera. Mmh. Mais le dire déjà, ça permet de mettre de côté, de mettre plus loin, d'éloigner et puis une manière de le digérer et puis pas oublier que certaines fois, bah, il faut oser,
faire preuve d'humilité et demander de l'aide, que Mmh. ce soit à des amis, que ce soit voilà, et puis à des professionnels aussi parce que mine de rien, il y a des moments où, bah, on en a besoin. Et c'est vrai que moi, ma thérapeute, celle que j'ai eue, juste après, la séparation m'a dit: «Faut passer sous la vague. Ouais, Juste passer sous la vague. ouais. Après vous allez remonter la tête, ça ira mieux». Ouais, je sais pas si tu connais, mais nous, on montre lors de la première soirée la courbe du deuil. Ouais. Puis voilà, on connaît, on traverse plein de choses, plein de choses. Il y a un moment, il y a de l'acceptation et après on remonte et ce que Mmh. j'aime bien montrer aux participants, c'est que la montée de l'autre côté, elle est plus haute que mon point de départ. Ouais, Donc je c'est clair. remonte encore plus haut, mais forcément la remontée, elle va pas être rectiligne. Il y aura à nouveau des hauts, des bas et puis en fait, c'est dans la vie, c'est beaucoup de courbes du deuil, Ouais. mais j'aime bien ce OK, c'est normal de descendre, c'est normal, c'est normal. En fait, de recevoir tout ça, c'est normal. Faut se faire Mmh. accompagner, pas être seul, pas se mettre en danger. Mmh. Mais pour autant, voilà, ça Ouais. va remonter, En fait, je pense que ce qui crée aussi un parcours qui est pas, aussi linéaire que cette fameuse courbe, c'est qu'une séparation, notamment quand il y a des enfants, et peut-être quand le couple est établi, c'est de multiples deuils. oui, C'est le deuil amoureux, c'est le deuil d'un certain niveau social, oui, d'un lieu d'habitation, d'une considération sociale, hein. C'est le ouais, couple avec les 2 petits mignons enfants. C'est, un deuil, aussi d'un cercle familial, d'un cercle amical. Ça peut être le deuil aussi, d'habitudes de vie. On avait mmh, l'habitude le week-end de sortir en famille, mmh, de faire tel type d'activité. Alors c'est aussi le deuil, dans le cas des mères protectrices et des pères protecteurs moi j'appelle ça de la considération de l'humanité de la personne qu'on a en face. ouais, C'est-à-dire qu'il y a un niveau de violence qui explose après la séparation et de se dire: «Oh, j'aurais pas imaginé ouais, que cette personne puisse être comme ça». Et ça, c'est un deuil qui intervient, encore plus tard, ouais, ouais, le moment de la ouais. séparation. La séparation, pour moi, ça reste une cicatrice. C'est pas quelque chose, un avant, un après. C'est une plaie qui peut se réouvrir. Tu le dis, très bien, mais souvent, on a aimé notre conjoint, on s'est mis à nu, on a décidé d'avoir, un enfant. C'était la personne qui nous connaissait le plus dans notre intimité, Mmh. et du jour au lendemain, s'il y a une procédure, judiciaire ou autre, on se retrouve à devoir, fournir des attestations, se battre, se dire: «Mais ça, c'est pas juste, mais en plus, il y a du mensonge, mais» et puis chacun alimente le truc et cetera et c'est vrai que c'est très, très violent, c'est violent, hem et à la fois, et bah, moi j'ai enfin je vais dire quand même une phrase d'une participante là que j'ai, et qui est vraiment dans un tu vois, dans la courbe du deuil, mais au fond, enfin et puis avec un contexte de violence qui est spécialement massif, et c'est pas fini et ou avec, pareil, financièrement, il y a plus rien. Elle a dû quitter un pays, elle a dû déménager, reprendre, enfin vraiment une situation, sur le papier qui est difficile à vivre et cette personne-là était encore en capacité de dire: «Il ne me volera pas ma joie» Mmh. et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Ah, c'est beau. Parce qu'en disant: «Certes, peut-être qu'il y aura des choses où je devrais, faire des compromis, trouver des choses, mais en fait, il y a une chose au plus profond de moi qu'il n'aura pas» et c'est ça aussi où c'est se dire: «Beh, j'ai un trésor au fond de moi qui est, peut-être bien, bien caché, mais en fait, je reste une pépite et j'arriverai à voilà. Je sais que je vais traverser des moments qui vont être compliqués, mais ça, il ne l'aura pas». Bah, Même si c'est sûr que lorsqu'on a des enfants, la relation, entre parents, c'est quand même, plus facile lorsqu'elle peut,
voilà, un minimum exister pour le bien des enfants. Dans certaines situations, ce n'est pas possible. Mais Mmh. faut savoir, faire avec. Mais c'est sûr que cette situation, c'est une cicatrice qui pourra se réouvrir en fonction parce qu'il y a des moments où au cours de la vie et bah, l'autre restera, et du coup pourra renvoyer des pics ou des choses comme ça, hein, donc ouais. Alors, du coup, déjà cette femme, je trouve qu'elle a une résilience incroyable Ouais, et pour faire une parenthèse positive quand même parce que tu es oui, aussi là pour restaurer des couples, ouais, hem, quels sont les faux amis de la rupture? Les moments où on se dit: «J'en peux plus, on est arrivé au bout», et en fait, bah, tu le vois dans ton expérience, finalement le couple pour sortir peut-être, plus fort, ouais. est-ce que ça arrive, Les courbes du deuil comme on le disait, en fait, on en traverse tout le temps. Mmh. On traverse tout le temps, même la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. On est 2 personnes qui sont différentes. Il y a des couples qui viennent ils ont, quelques mois, quelques années de relation, et ils viennent déjà avec, des difficultés, voir un conseiller conjugal et familial. Il y en a, il y a des grands-parents qui ont, 50 ans de mariage et qui, entrent en thérapie de couple parce que aussi l'autre est devenu insupportable. Mmh. Donc en fait, c'est pas parce qu'on a vécu 50 années entre guillemets et qu'on se dit: «Bah, on connaît l'autre donc ça y est, c'est bon, on a toutes les cartes en main». Non, l'autre reste différent et l'autre reste autre en fait. Mmh. Et autant on peut se changer, mais autant on ne changera jamais l'autre. Mmh. Et d'apprendre à travailler ensemble. Mais donc il y a des courbes du deuil tout le temps. Il y aura toujours, des moments dans la vie, alors soit des choses des choses plus intérieures, qui sont propres à la personne en elle-même. L'arrivée d'un enfant qui vient revisiter, bah, moi et rejouer tout ce que j'ai vécu, dans ma petite enfance, si j'ai été adoptée, si, voilà, comment, quels ont été les premiers liens d'attachement entre ma mère et moi et cetera. Donc ça, c'est des choses qui sont plus intérieures, et puis il y a des choses aussi, bah, l'environnement extérieur qui impacte, une perte de travail, une période de chômage, l'arrivée d'enfants ou au contraire, l'attente d'enfants. Ça peut être la maladie, enfin il y a voilà tout ce qu'on connaît dans la vie qui vont venir impacter le lien conjugal et le couple et la personne en elle-même. Mmh. Ça, c'est important de savoir que le conflit quand on parle de conflit, souvent je fais des brainstorming sur la notion de conflit et on dit guerre, violence, plein de choses négatives. Mais en fait, le conflit, il est bon aussi parce qu'un couple qui n'aurait pas de conflit, ça pourrait être un peu étrange. Mais alors que le conflit, au sein du couple, il va permettre à chacun de se redéfinir, de, d'être en fait, de dire: «Bah, moi en fait», de remontrer la différence de l'un et de l'autre. Et le conflit, il peut être bon et salvateur pour permettre de dire: «OK, bah, là, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on en fait?» Et en fait, ce conflit, il peut permettre de rediscuter. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des conflits qu'on peut apprendre à gérer seul et puis il y a des moments où c'est bien d'avoir un tiers, qui puisse déjà contenir, mettre un cadre sécurisant, qui puisse permettre ni de dire vous avez de faire l'arbitre en disant 1 point, 2 points, non, ça c'est mais de dire: «Bah, voilà, je vous permets d'écouter. Est-ce que» de reformuler et tout ça, ça peut permettre au couple de retrouver, une communication, de se permettre de communiquer devant un tiers, alors qu'ils n'arriveraient pas à le faire à 2. C'est Heu, intéressant ce que tu dis parce que si on fait le lien avec la question de tout à l'heure de quel est le red flag de le moment où je sais que je dois partir, c'est peut-être ce moment où le conflit ne permet pas que je redéfinisse qui je suis. mmh, Enfin, si je fais le parallèle avec les enfants, bah, on sait qu'à 2 ans, à 4 ans, à l'adolescence, enfin, il y a plein d'étapes où l'enfant, il
crée des crises, enfin, il fait des crises et finalement, c'est une façon de s'affirmer. Et nous, en tant que parents, enfin, pour peu qu'on soit un parent bienveillant, et ben, on subit, on réajuste, et puis on redécouvre notre enfant, et puis on redéfinit notre parentalité par rapport à cette nouvelle phase de vie. Ouais. Bah, finalement, dans le couple, quand je t'écoute parler, je me dis que le défaut des couples où on se retrouve avec un qui est agresseur et l'autre qui est victime, et il faut reconnaître aussi ce statut de victime, Ouais. c'est quand en fait, quand il y a conflit, il y en a un des deux qui s'adapte, hein, et qui a Ouais. peur et qui se diminue et qui ose pas affirmer son identité et qui s'enfonce dans un faux self, et son vrai self est enseveli, Ouais. de sorte à ce qu'en fait, il y ait une confusion qui soit totale. Là, Mmh. souvent les femmes, elles en arrivent à un stade où elles savent plus qui elles sont, ce qu'elles veulent dans la vie, où est-ce qu'elles veulent vivre, quelle Comment parentalité. s'habiller, Ouais, quoi dire, et cetera. Ouais, c'est ça. complètement. En fait, pour moi, Mmh. une des choses qui est importante, c'est: est-ce que j'arrive à être moi-même? Est-ce que je suis moi-même? Mmh. Ça, c'est important. Ou est-ce que je suis sans arrêt à jouer un rôle? Mais c'est aussi, dans notre vie de tous les jours. En fait, est-ce que, par rapport à mes amitiés, par rapport à mes relations, est-ce que je suis moi-même? Mmh. Ou est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait pas mal par rapport aux réseaux sociaux, notamment avec les jeunes maintenant qui, avec les filtres, en fait, ils se créent une autre image. Mmh. Ils Ouais, se c'est vrai. Et est-ce qu'on peut toujours avancer en étant, les 2 pieds qui font le grand écart? Il y a un moment où on a un besoin d'unité et d'être comme on est. Mmh. Et ça, pour moi, le fait d'être soi-même est essentiel. Parce Mmh. que si l'autre m'accepte comme je suis, voilà, avec, mes qualités, avec mes limites, et c'est ça qui pour moi être important. Et est-ce que je me permets d'être moi-même? Est-ce que l'autre me permet d'être moi-même? Hem, Ça, c'est des choses déjà qui sont, tu Mmh. vois, c'est ces fameux, feux orange Mmh. qui peuvent devenir rouges Mmh. lorsque je sens que, je suis pas respectée et acceptée comme je suis, ouais. Et pour conclure l'épisode, pour un parent protecteur, Ouais. qui en arriverait au moment de la séparation, au moment où il se dit: «Là, je vais me lancer». Selon toi, quelle croyance il ou elle devrait adopter? Hem, pour moi, une phrase qui est importante, c'est: «J'ai de la valeur, je ne suis pas seule». Mmh. Heu et et c'est aussi important de se dire, hem, je me retrouve à un carrefour et de redevenir acteur de ma vie. Mmh. Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce qui est au fond de moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Mmh. De quoi j'ai besoin? Mmh. Et c'est ça aussi, c'est de savoir se prendre un petit peu de recul, en étant accompagné ou pas. Il y en a qui ont une capacité de le faire qui sont plutôt, je dirais solitaires et qui arrivent à avancer. D'autres qui vont peut-être besoin d'être soutenus, d'être, accompagnés, mais de se dire: «Certes, de toute façon, je resterai dans cette situation, ça serait pas forcément plus facile. Mmh. Donc là, je pars, en fait, je sais ce que je quitte, je sais pas forcément ce vers quoi je vais». C'est un peu une traversée du désert. Mmh. Heu, mais pour autant, je peux me faire confiance. Mmh. Je peux me faire confiance parce que j'ai des ressources. Mmh. J'ai même pas conscience de toutes ces ressources que j'ai au fond de moi. Mmh. Et ça prendra du temps, et un jour de une chose aussi, certaines fois, ça peut être d'écrire. Alors bon, faut faire attention aussi parce que, heu tout ce qui est, écrit peut rester et peut être vu, ou voilà, donc ça selon les contextes dans lesquels on habite et on est, ça peut être, compliqué. Mais il existe différentes clés comme ça que moi je propose aux personnes que j'accompagne, mais notamment d'écrire. Écrire, ça permet de mettre à distance, ça permet aussi de ne pas oublier, ça permet dans quelque temps de relire d'où je viens et: «Ah ouais, ça j'avais oublié ça». Mmh.
Et en fait, je peux être fière de moi parce que j'ai réussi à traverser ça. Donc demain, j'ai ça à traverser, ça me fait peur, mais en fait, j'ai déjà réussi à traverser ça. Mm. Ouais, super. Eh ben, merci beaucoup, Priscilla. Je t'en prie, Myriam, merci à toi. Voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le Cercle des Mamans Lyonnes, sur le groupe Telegram ou Instagram. Je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo et je vous envoie énormément d'amour.